سلام بینندگان عزیز. میهمان برنامه امروز ما یکی از مدافعان برجسته حقوق بشر در سطح بین المللی است، خانم اینگرید بتانکور. وی عضو مجلس سنایی کلمبیا بوده و در سال 2002 کاندیدای ریاست جمهوری این کشور شد. در فوریه همون سال هین کارزار ریاست جمهوری خانم بتانکور ربوده شد و از اون موقع به مدت 6 سال و نیم در اسارت بود. در اون زمان یک جنبش بزرگ بین المللی به راه افتاد برای آزادی خانم بتانکور. Only a few years ago, nobody knew her, but Ingrid Betancourt has become a household name in France. تا اینکه سرانجام در ژوئیه 2008 وی آزاد شد. مدتی بعد از آزادی ایشون وی با شرکت در گرد همایی‌ها و اجلاس مقاومت که اولین بارش در سال 2010 بود به یکی از سرسخت‌ترین مدافعان و بزرگترین حامیان مجاهدین و اشرفی‌ها و مبارزه مردم ایران برای آزادی تبدیل شد. ایشون امروز میهمان برنامه ماست. سلام خانم بتانکور. به برنامه ما در سیمای آزادی خوش آمدید. Merci, c'est un grand plaisir. Merci de m'avoir اجازه بدید نخست قطعه‌ای از یک سخنرانی شما رو در کنفرانس مقاومت ایران در 19 آذر 1390 ببینیم که شما در اون گفتید مبارزه برای اشراف مبارزه برای آزادی است. این قطعه رو ببینیم و بعد از شما سوال خواهم کرد. On regarde ça et après je vous demande mes questions. D'accord. Donc aujourd'hui être ici c'est être là où il faut être. Se battre pour Ashraf, c'est se battre pour la liberté. Ashraf est peut-être le seul îlot qui reste d'hommes et de femmes libres dans le continent et dans le sol près d'Iran. Vous êtes ici Iraniens libres, mais en dehors de ce sol, de cette terre que vous aimez, dont vous vous languissez, que vous espérez retrouver un jour. Et c'est vrai que ces hommes et ces femmes d'Ashraf sont cette lumière qui vous représente, sont cet espoir, non pas seulement pour vous, mais pour ce peuple iranien qui est enchaîné en Iran, dans les frontières iraniennes, qui ne peut pas parler, qui ne peut pas s'exprimer. C'était il y a presque 10 ans, décembre 2011, on est en 2022. بیش از 10 سال از اون موقع گذشته. شما از اون وقت در کنار اشرفی‌ها، خانم رجوی و مقاومت ایران و مجاهدین بودید. چه تجربه‌ای در همراهی با این مبارزه برای شما گرانقدرترین بوده؟ Avec vous, je crois que j'ai appris la valeur de la constance, les grandes causes de l'humanité se payent en temps de vie. Parfois, nous n'avons pas conscience de ce que cela veut dire, mais parce que nous voudrions que les choses passent vite et avoir les résultats immédiatement. C'est vrai que dans la jungle, j'ai appris à attendre et j'ai appris à avoir la patience et à avoir l'espoir et ne pas le laisser perdre. Mais moi, c'est 6 ans de captivité. Les Iraniens, c'est 50 ans de captivité. Et quand je réfléchis à cela et que je vois votre mouvement, votre organisation, votre plateforme, le courage que vous avez dans vos vies, la cohérence
de ce que vous dites, de ce que vous pensez et de comment vous vivez. L'acharnement à vouloir lutter, même malgré, enfin, avec des sacrifices de vie impressionnants pour la liberté de votre pays, de votre peuple. Et puis, cette leader extraordinaire que vous avez, qui est l'âme de la résistance, Myriam Radjavi, que j'aime énormément, c'est comme une sœur pour moi. Eh bien, j'ai appris ça. J'ai appris qu'on a besoin de tout cela pour pouvoir tenir. On a besoin des autres, on a besoin d'avoir de l'espoir, avoir la foi, croire que ce qui doit arriver va arriver et que même si on vous dit que non, eh bien on peut vous dire non, plus non, plus non, plus non, et bien à la fin c'est égal oui. Et je sais que votre attente, c'est comme un grand trésor dans lequel tous les jours vous mettez les choses les plus précieuses, vos valeurs, vos vies, votre temps, et que cela grandit et c'est ce qui va faire qu'un jour on va réussir à rompre cette dictature néfaste, horrible, qui a séquestré l'Iran. Merci. مرسی beaucoup. خیلی ممنون از شما. قطعه دیگه ای رو تماشا کنیم که مربوط به کنفرانس بین المللی پاریس در 7 اردیبهشت 1390 با حضور شماست. این یکی از اولین سخنرانی‌های شما در جلسات مقاومت بود و الی ویزل فقید هم در اون حضور داشت. بعد از اون درباره سخنانتون از شما سوال خواهم کرد. When I began my research, trying to know what was happening in Ashraf, I found an incredible amount of information that just made me uncomfortable. I can understand why the people that want to harm your ability to fight for freedom in Iran want to point to you as a sect movement or as a cult, because perhaps that's what they want you to be and that you're not. Because perhaps it would be easier to fight you if you were just a cult. Because, of course, what we're debating here is propaganda, defamation, in order to just impede that you, as a movement, could want the possibility of freeing Iran and bringing democracy and light to your beloved country. Avant de rejoindre la résistance iranienne, vous avez enquêté sur les mujahideen. قبل از حمایت از مقاومت ایران، شما درباره مجاهدین تحقیق کردید. درباره تهمت‌هایی که متوجه اونهاست تحقیق کردید. میخواستم مقداری درباره این تحقیقات به ما توضیح بدید و همچنین بگین که به نظر شما هدف کسانی که اتهاماتی مثل فرقه رو علیه مجاهدین مطرح می‌کنند چی هست؟ Eh bien, quand j'ai été approchée par votre organisation, je n'avais aucune connaissance de ce que c'était. Et je suis très méfiante. Et je suis très méfiante d'abord de nature, mais aussi mon expérience de vie et ma captivité a fait que je mets tout en doute et j'ai besoin, comme Saint Thomas, de mettre mon doigt, de voir ce qui se passe et de me faire une idée propre. Et donc, j'ai commencé à chercher. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On cherche sur le net. Donc, je suis allée voir les informations qu'il y avait. Et là, j'ai été impressionnée. Parce que je me suis complètement écrasée contre un mur d'informations. Toute information négative contre l'organisation qui disait des choses très précises. Il y avait toute une propagande. Aujourd'hui, je parle de propagande, mais en ce moment, au moment où je lisais, pour moi, c'était de l'information, je ne savais pas d'où ça venait. Et je lisais un petit peu les sources,
il y avait des journalistes qui écrivaient d'Allemagne, qui écrivaient des États-Unis, qui écrivaient un petit peu de partout, et moi je lisais. Et il parlait d'une organisation qui était une organisation terroriste. Terrorisme, je connais. Ouais. Je connais très bien les organisations terroristes, donc je vois très très bien comment ça fonctionne, les mentalités, la façon de parler, de discuter. C'est très clair dans ma tête. Il parlait d'un culte de personnalité et il faisait de Myriam Radjavi une espèce de prêtresse un petit peu mégalomaniaque qui tenait des gens autour d'elle et qui les manipulait. Et ça aussi, je connais. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est dans des systèmes fermés, dans des organisations qui n'ont pas de contact avec le monde extérieur, il y a une propension à faire du leader un espèce de dieu. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans la jungle, qui, moi, me surprenait de voir jusqu'à quel point les gens peuvent être complètement mentalement manipulés. Et donc, quand je me suis approchée de l'organisation, j'avais tous ces a priori. Je me disais, bon, je vais voir si c'est des terroristes, je vais voir si c'est un culte, je vais voir si c'est des communistes, parce qu'on disait que vous étiez, Oui. que l'organisation était communiste. Marxiste, communiste. Ouais, et donc, ça aussi, je connais. Donc, j'arrive avec ma méfiance et je commence à parler avec les uns, avec les autres. Je parle d'abord avec Myriam Radjavi et je l'observais dans ses mouvements, dans ce qu'elle disait, dans la façon qu'elle avait de se comporter, dans la relation qu'elle avait avec les autres gens autour d'elle. Je voyais qu'il y avait beaucoup de respect, ça sans aucun problème, c'est une leader. Mais je voyais qu'il y avait aussi beaucoup de fraternité. Il y avait quelque chose de différent. Il y avait de la tendresse aussi. Évidemment, avec le barrage de la langue, que je ne comprends pas le farsi, mais je voyais le langage des corps. Et je voyais comment les gens se tenaient. Et je voyais aussi la sympathie qu'il y avait autour, une ambiance, une atmosphère. Voilà, quelque chose qui n'était pas contaminé comme ce que moi j'ai connu dans d'autres organisations où je vois ce que ça peut être que d'être dans une situation de culte où les gens ne parlent pas ce qu'ils veulent, ne disent pas ce qu'ils pensent, ont peur. Tout ça, je regardais. Ensuite, en parlant avec les gens, je voulais comprendre comment se passait cette relation qui, pour moi, n'était pas facile à comprendre, d'être musulman, de s'habiller d'une certaine façon, avec le foulard sur la tête, etc. Et en même temps, de vouloir un pays sécularisé. Comment est-ce que ça fonctionnait dans la tête des femmes en particulier? Et là, j'ai compris plus de nuances. J'ai compris qu'il y avait une certaine forme de combativité, que cette combativité passait aussi par une identité en tant que femme musulmane, qui évidemment prenait à contre-pied les diktats des mollahs. Et que ces femmes qui travaillent dans la résistance iranienne, ce sont des femmes qui peuvent avoir le foulard ou peuvent ne pas l'avoir. Et que finalement, moi je porte ma croix, je suis catholique. Je pense qu'on a besoin de ce genre d'identité. En tant que femme, je l'ai compris, ça m'a paru normal. J'ai pas vu, il n'y avait pas, je n'ai pas senti que c'était extrême. C'était d'abord démocratique. Ça, c'est pour moi très très important. La plateforme que défend Myriam Radjavi, c'est la plateforme que je défends pour moi, pour tous les pays dans lesquels je vis, les pays que j'aime, la France, la Colombie, la France. Je veux une démocratie saine, je ne veux pas de corruption, je ne veux pas d'abus de pouvoir.
Et je sais que nous avons besoin d'institutions qui s'équilibrent. On a besoin d'un congrès libre et autonome. On a besoin d'un gouvernement qui gouverne, mais en écoutant les autres, avec un mandat du peuple, mais qui puisse aussi devoir faire voter ces initiatives à travers un congrès qui va être plus spécialisé, qui va débattre. Et puis la justice, l'indépendance de la justice, tout ça j'y crois. Et je vois que chez Myriam, il y a une grande réflexion démocratique, réelle, profonde, acclimatée à la culture iranienne. Parce que, évidemment, nous sommes tous produits de nos cultures. Une démocratie en Amérique latine ne va pas être la même qu'une démocratie en Europe ou une démocratie au Moyen-Orient ou en Iran, puisque c'est très spécial. Donc, j'ai regardé, j'ai écouté, j'ai fait mon investigation et je suis arrivée à la conclusion que, en fait, ces informations qui étaient sur le net étaient tellement ciblées et étaient tellement mensongères et c'était tellement une manipulation de ce que je voyais que je me suis dit non, je crois, j'ai envie d'être avec eux, j'ai envie de me battre avec eux. Parce que moi, je crois en ce que vous... vos drapeaux sont mes drapeaux. Et 10 ans ont passé. Ça fait 10 ans que je me bats avec vous, à côté de vous, que je vibre pour l'Iran, que tout ce qui touche l'Iran m'intéresse, que je lis tout ce qui se passe en Iran. Et cette passion que j'ai pour l'Iran, elle fait écho à la passion qu'aujourd'hui j'ai pour l'Ukraine, qui me passionne, je veux tout savoir, je veux tout comprendre, je veux aider, Et c'est la même passion que je sens pour la Colombie. Et je crois aujourd'hui, j'y pensais fortement, en fait, nos luttes sont les mêmes. Et nous avons besoin de nous unir tous dans le monde, sentir que nos combats, votre combat en Iran, c'est mon combat, c'est le vôtre. Nous luttons tous pour ce monde que nous voulons voir prospérer, qui est celui de la liberté, de la vérité, de la fraternité aussi. Enfin, c'est très français, égalité, fraternité, liberté, mais c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de sagesse dans cette conception d'une utopie du monde dans laquelle on puisse être frères et sœurs, égales entre nous et libres. Bon, on va parler du rassemblement annuel des... حالا میخوام درباره توطئه تروریستی علیه گردهمایی بزرگ مقاومت در سال 97 صحبت کنیم. شما اونجا در ویلپند بودید و خودتون و بسیاری دیگه از شخصیت‌ها سخنرانی کردید. وقتی بعد از گردهمایی خبر توطئه بمبگذاری رو شنیدید که خوشبختانه خنثی شد، اولین واکنش شما چه بود؟ Quelle a été votre première réaction quand vous avez entendu ça? Alors ma première réaction, ça a été un soulagement de ouf. Je l'ai encore échappé belle. Je me suis dit, quand même, avoir survécu les FARC et venir mourir à Villepinte, non. Et après, j'ai senti une grande indignation. J'ai été très indignée. C'est une indignation que je continue à sentir, que je sens en ce moment. Parce que je trouve que c'est indignant que la communauté internationale fasse si peu face à un État terroriste. Ça m'indigne. Et maintenant, vous avez certainement entendu de cette politique de prise d'otage du régime iranien. همکنون رژیم ایران سیاست گروگانگیری رو در پیش گرفته. در بلژیک بحث بر سر این بوده که اسدی رو آزاد کنند تا گروگان‌های غربی در ایران آزاد بشن. شما خودتون به مدت 6 سال و نیم تحت اسارت بودید و همه با سرگذشت شما آشنا هستند. از نظر شما سیاست درست در این رابطه چیست؟ Alors, je crois qu'il faut faire la différence, qu'il faut avoir beaucoup de sagesse et beaucoup de clairvoyance. Parce que on ne peut pas être idiot. Quand on a un État terroriste qui, depuis 50 ans, ment au monde entier, sans vergogne. Il nous a menti tout le temps. Quand il disait qu'ils n'avaient pas de bombe, ils essayaient de la construire. Quand ils ont accepté qu'ils essayaient de la construire, ils ont dit qu'ils négocieraient pour ne pas la construire. Ils ont quand même continué. Enfin, je veux dire, ils mentent tout le temps. Quand ils disent qu'ils ont une démocratie, ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas de démocratie. Quand ils disent
qu'il respecte les femmes, c'est pas vrai. Moi, j'ai vu des femmes brûlées à l'acide parce qu'elles se promenaient dans la rue en Iran avec un foulard qui ne couvrait pas assez leurs cheveux. C'est monstrueux d'avoir ces espèces de... C'est un état criminel dans l'essence. Donc, je crois qu'on ne peut pas négocier avec un état comme cela. Je pense que si il y a, et nous le savons, les Iraniens ont commencé à capturer des personnes innocentes, des touristes européens qui arrivent en Iran, souvent parce qu'ils ont un contexte familial ou parce qu'ils ont des intérêts académiques, et ils arrivent, ou pour toute autre raison, et ils arrivent innocemment en Iran en se disant, bon, voilà, je viens, j'ai mon visa, j'ai mes papiers, tout est en ordre, et ils se font arrêter par les services iraniens de sécurité en les accusant de choses infâmes, que ce sont des espions, que ce sont des personnes qui travaillent pour d'autres gouvernements, que ce sont... Tout ça, c'est faux. Mais c'est un État terroriste qui peut, sous couvert de fausses accusations, avoir l'impression d'être dans le droit et de respecter l'État de droit. Si nous jouons ce jeu-là, nous nous agenouillons à l'arbitraire et nous sommes en train de nier toutes nos valeurs. Nos valeurs, et je parle des valeurs des démocraties occidentales. Nous ne pouvons pas le faire. Je pense qu'un État comme ça doit être traité comme un État terroriste. Il faut d'abord, je pense, alerter la population et dire, si vous allez en Iran, sachez que vous allez être kidnappé, qu'on va vous accuser de choses que vous n'avez pas commises. Donc, n'y allez pas. Commençons par là. Ne pas aller en Iran, je pense que c'est fondamental. Je le dirais d'ailleurs aux Européens, n'allez pas en Iran. C'est trop dangereux. C'est comme je dirais à des étrangers qui viennent en Colombie, il y a des zones en Colombie où il ne faut pas aller. N'y allez pas, vous allez être kidnappés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que nous n'avons pas le droit d'échanger des criminels, des assassins, des terroristes contre personne. Je sais que nous voulons, et moi j'ai été otage, nous voulons la libération de ces personnes innocentes. Nous la voulons. Mais je pense que nous faisons moins de mal si nous avons d'autres systèmes d'échange. D'abord, en sachant que c'est un État terroriste, donc en sachant que nous ne pouvons pas confier en leurs paroles, qu'ils vont continuer à faire ce qu'ils font, que nous ne pouvons rien attendre d'eux. Mais je pense qu'une négociation avec eux doit se faire sur d'autres bases et non pas un échange de personnes. Parce que nous allons libérer les personnes qui sont en ce moment dans les mains des Iraniens, de l'État iranien, mais nous savons que cela va produire d'autres séquestrations futures. C'est-à-dire que nous ouvrons la voie pour créer un marché d'êtres humains, des traites, c'est une traite d'innocents. Il y a la traite des blanches, il y a la traite d'organes, et maintenant il y a la traite iranienne. C'est comment prendre des personnes innocentes pour pouvoir les échanger pour les criminels qui nous exportent. Et là, je pense qu'il ne faut pas faire ça, mais je pense qu'avec un État terroriste, nous ne pouvons pas créer un espace de marchandage d'êtres humains. C'est trop grave. Bon. سوال دیگرم از شما درباره جایگاه زنان در مقاومت ایران است که بارها در سخنرانی‌هاتون درباره اون صحبت کردید. ارزیابی شما از حضور زنان در رهبری این مقاومت چیست؟ Alors, je pense que d'abord, dans le monde, il y a beaucoup de misogynie. Et dans la politique mondiale, la femme a du mal à trouver son espace. C'est quelque chose, c'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de culture, c'est une question de, je pense, de la façon dont le pouvoir établi a été pendant des siècles aux mains des hommes et qu'il y a une résistance à voir que les femmes entrent en politique. Alors, la critique pour les femmes est toujours la même. C'est toujours une question personnelle, ce n'est jamais sur ses idées. On n'attaque pas les femmes sur l'idée des femmes.
on attaque les femmes sur la façon dont elles se comportent. Et ça, c'est partout dans le monde. Moi, je viens de faire une campagne présidentielle en Colombie. Ça me faisait rire. Enfin, rire entre guillemets, mais je voyais que les idées que je défendais étaient inattaquables. Alors, ils m'attaquaient sur le fait que j'avais vécu en France, ou sur le fait que j'avais une double nationalité, ou sur le fait que je parle d'une façon, ou je m'habille d'une autre façon, etc. Mais c'était jamais sur ma personne politique. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que quand je mets en contraste ce qui se passe dans l'organisation de MK, des Moudjahidines, de vous, je vois que ce n'est plus un thème. Les femmes, elles sont dans l'organisation, elles ont un rôle dirigeant, parce qu'elles sont capables, parce qu'elles sont douées, parce qu'elles ont un leadership. Je pense qu'il n'y a pas de guerre de genre, il n'y a pas une guerre entre les hommes et les femmes, mais je pense que les femmes ont une place prédominante et je trouve ça très intéressant. Parce qu'elles sont prédominantes parce qu'il faut travailler et qu'il faut que tout le monde travaille et que donc les femmes travaillent comme les hommes. Je pense qu'on oublie cette inégalité de facto que l'on voit de par le monde. On entre dans cette organisation et on voit que les femmes naturellement ont un leadership, naturellement assument des responsabilités et que pour les hommes c'est aussi naturel. Et dans un contexte de cette résistance qui est aussi une résistance musulmane, puisque la majorité des personnes qui sont ici sont aussi musulmanes, eh bien, je trouve que ça enlève toute la crédibilité à toutes les critiques que l'on fait, si vous voulez, au terrorisme évidemment iranien, qui lui, il y a deux choses. Un, les Iraniens ont complètement éclipsé la femme. Elle n'existe plus en Iran. Elle n'est plus visible. Mais aussi, c'est un terrorisme qui a été exporté avec la violence, avec la propagande et la désinformation. Et que la réaction en Occident, c'est une réaction de se dire, bon, on va contrer cette culture du terrorisme en attaquant, par exemple, la façon dont la femme s'habille, c'est-à-dire le fait d'être couverte ou ne pas être couverte. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de liberté dans cette organisation qu'ailleurs. C'est quelque chose qui, moi, me fait réfléchir. Et je trouve que c'est très, très fort. Cette place de la femme revendique non seulement la liberté des femmes, mais revendique la place de la femme musulmane dans le monde. Je trouve que c'est très, très important. با این اوصاف شما آینده ایران رو چطور می‌بینید؟ L'avenir de l'Iran. L'avenir de l'Iran, c'est l'avenir du changement. L'Iran ne peut pas continuer dans les mains de ces hommes barbus, xénophobes, misogynes, affairistes, très très corrompus, et guerrieristes, qui veulent à tout prix la bombe atomique, etc. Je pense que le monde change. Nous sommes en train d'entrer dans une autre ère. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est une charnière historique. Je pense que il y a un changement de leadership dans le monde. Et je pense que ce changement de leadership va faire que l'Iran va se libérer. Et c'est le pari que j'ai. Je pense que nous vivons dans une situation angoissante parce que nous voyons beaucoup de choses qui sont difficiles dans le monde, mais je crois que le monde va vers la lumière, va vers la liberté, va vers un changement très très profond des mentalités. Et je pense qu'il y a des choses qui nous aident, c'est le changement climatique, c'est la pandémie,
Et c'est la guerre d'Ukraine et de la Russie. Ça nous dévoile les urgences du monde et pourquoi nous avons besoin de nous unir pour faire le bien. در پایان این گفتگو پیام شما به مردم ایران که این مصاحبه را از سیمای آزادی تماشا خواهند کرد و شما را بارها در سالهای اخیر دیدند چیست؟ Alors, à mes amis, frères et sœurs iraniens, certains vont comprendre mon français, d'autres devront écouter cette traduction. Mais je voudrais leur dire une chose, c'est que l'union fait la force. Vous avez aujourd'hui la possibilité de compter avec une résistance qui est organisée, qui est structurée, qui est une plateforme. Vous n'êtes pas en train de vous battre dans le vide. Il y aura une transition. Il y aura la possibilité pour tous les Iraniens de décider dans quelle démocratie ils veulent vivre. Mais pour que cette démocratie naisse, il faut véritablement avoir une victoire politique. Il faut que vous, dans les rues, lorsque vous sortez, lorsque vous courez le risque de vos vies pour votre liberté, celle de vos concitoyens, il faut vous dire qu'il faut unir toutes les forces. Et que ici, depuis là où je me trouve, en Albanie, où je suis venue pour vous soutenir à travers la résistance iranienne, vous avez la possibilité d'avoir une structure. Et sans structure, il n'est pas possible d'émettre la dictature des mollahs. Et il faut une structure non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, pour que nous puissions, nous, de tous les pays du monde, vous aider, vous soutenir à travers cette structure. C'est pour ça que je suis là. C'est pour vous dire qu'on est là, tous ensemble, unis, de par le monde, et que c'est avec cette résistance que nous allons démettre la dictature des mollahs, vous rendre votre liberté, vous permettre de choisir votre démocratie, et vous, à partir de là, vous choisirez qui vous voudrez. Mais d'abord, revenons à la démocratie. خیلی ممنون خانم بتانکور. از طرف خودم، از طرف سیمای آزادی و همه بینندگانمون در ایران و سراسر جهان از شما تشکر. Merci infiniment. C'est un plaisir d'être là.